Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que la célébration de cette nouvelle année s'est bien passée. Je voulais, pour commencer l'année, faire un exercice que j'ai jamais fait auparavant. Jamais en 7 ans. J'ai regardé les différents épisodes que j'ai pu diffuser en 2024. Je me suis concentré sur les épisodes qui parlent de l'humain, de la psychologie, de la médecine, de la neuroscience, de la philosophie. Et j'en ai tiré 15 leçons de vie. 15 leçons de vie que j'ai appris moi-même cette année. 15 leçons de vie que j'ai voulu partager avec vous et que je vais vous résumer aujourd'hui dans cet épisode. L'idée, c'est aussi de vous montrer à quel point tous les épisodes sont très connectés les uns aux autres. Je le dis souvent, mais je fais jamais l'exercice finalement de vous montrer à quel point c'est le cas. Donc, voici les 15 leçons de vie que j'ai apprises cette année. La première, elle est liée au stress. Et c'est le tout premier épisode, le 288, que j'ai diffusé en 2024. Ça concerne le nerf vague. En fait, j'avais déjà entendu un épisode aux États-Unis qui parlait du stress comme une alerte naturelle qui permet de mobiliser ses énergies nécessaires et que c'était pas du tout négatif le stress. Et avec Ludovic Roux, donc le 288, on a parlé de ça, de comment le stress c'était une réponse positive du corps. Par exemple, faire du sport, c'est stresser son corps et ça permet d'augmenter la performance. Au niveau des émotions, le stress, ça peut aussi renforcer la motivation ou la résilience. De mon côté, par exemple, j'ai été pas mal stressé cette année, en particulier sur le travail, et ça m'a permis de dépasser, d'exploser des plafonds de verre que j'avais mis moi-même, évidemment. Le stress, c'est une réaction du corps, mais aussi ça dépend de ce qu'on en fait, évidemment. Parce que moi, j'ai explosé des plafonds de verre, mais on peut aussi se recroqueviller sur soi-même. Donc tout l'enjeu, c'est d'entraîner son corps à mieux gérer le stress. Et c'est pour ça qu'on parle du nerf vague, comment à travers l'entraînement de son nerf vague, on peut réentraîner son corps à mieux gérer le stress. C'est très lié à l'épisode de Wim Hof, qui est un best-of, qui est un hors-série, pardon, en anglais. Wim Hof, qui est cet homme qui va dans l'eau glacée de manière régulière, il a créé cette pratique. Et en fait, l'eau glacée, c'est une des manières d'entraîner son nerf vague. Le stress chronique, lui, il est plus problématique, évidemment. Et d'ailleurs, j'en parle dans un épisode, le 304, si je me souviens bien, avec Jean-David Zetoun, sur les nouvelles maladies de notre civilisation. Je vais pas forcément faire de focus dans ces leçons de vie, sur cet épisode-là en particulier, mais il est aussi évidemment passionnant. La deuxième leçon de vie que j'ai appris, c'est découvert l'existence et les dangers de l'intimocratie. J'ai fait un épisode, le 290, avec Vincent Coquebert sur le narcissisme. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on est effectivement dans une ère où les récits individuels prennent le pas sur les récits collectifs. En fait, on est en permanence en train de se mettre en scène. Et ça m'a fait penser à quelque chose qui me semble extrêmement important. Et j'ai même envie d'en faire un livre. C'est que à travers la société de consommation, mais aussi et en particulier à travers le digital, on a appris que le mot qu'on utilise ou qu'on utilisait dans le digital, c'est frictionless, donc une vie sans friction. Frictionless, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand vous commandez un Uber, quand vous prenez un Airbnb, tout est fait pour que ce soit le plus facile possible. Donc en fait, on essaie de faire un monde qui est sans friction. Les apps de dating, d'une certaine manière, c'est aussi sans friction. Et je crois que la réalité, c'est que, à force de créer ce monde sans friction, on a créé un monde où on cherche plus d'autofriction dans nos relations amicales, dans nos relations amoureuses, dans nos relations familiales, à notre travail, etc. Alors qu'en réalité, si on regarde un petit peu de manière très simple la mécanique, bah une roue qui tourne dans le vide, elle ne peut pas avancer. En fait, il faut qu'il y ait une friction, avec le sol en l'occurrence, pour qu'elle puisse avancer. Et à mon sens, c'est dans la friction que se trouve la magie. Et je trouve ça hyper intéressant parce que cette intimocratie dont parle Vincent Coquebert, ce narcissisme généralisé, il est extrêmement problématique, bien sûr au niveau sociétal, mais aussi au niveau individuel. La troisième leçon de vie que j'ai appris, c'est qu'il fallait vraiment, mais alors vraiment, que je me remette à la musculation. Je déteste faire de la musculation. J'aime bien faire du sport, mais la musculation, c'est vraiment un truc qui est extrêmement pénible pour moi. Enfin, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Mais en même temps, dans l'épisode 294 avec Christophe de Gégère, on a parlé de longévité et on a parlé de la musculation. Et
en fait, ce que j'ai appris, c'est que, et pour les hommes et pour les femmes, c'est indispensable d'en faire. Bien sûr, cette année, j'ai beaucoup parlé de médecine. C'est peut-être lié à mon grand âge et au fait que je vieillisse, je ne sais pas. Mais vous avez tellement d'épisodes, le 297 sur la ménopause, le 304 avec Jean-David Zetoun dont je parlais juste avant, le 303 avec sur sur le microbiote, mais je vais y revenir. Le hors-série incroyable avec Anna Lembke, donc en anglais bien sûr, mais Anna Lembke, c'est la neuroscientifique qui est dans le documentaire sur Facebook que vous avez sans doute vu sur Netflix. C'est une femme qui parle de dopamine et que c'est exceptionnel. Le 308 avec André Ullmann, qui est le créateur de la pilule abortive et la pilule du lendemain. Le 327 avec Jean-Claude Veil, qui est un médecin beaucoup plus vieux, mais tellement passionnant. J'ai adoré cet épisode, mais moi, j'adore les vieux de manière générale, vous le savez maintenant. Le 328 avec Rémi Burkel sur l'andropause, bref. Moi, évidemment, je me pose beaucoup de questions sur ma santé, sur ma longévité. L'idée pour moi, c'est pas forcément de vieillir le plus vieux possible, c'est de vieillir en bonne santé. Et je me pose beaucoup cette question, en particulier sur la musculation, donc qui est indispensable parce qu'on perd des muscles dès qu'on atteint 25 ans, je crois de mémoire. Si je me souviens bien, je ne veux pas dire de bêtises. Et j'avais cette habitude de prendre des vitamines. Et en fait, ce que dit Christophe de Gégère, que je trouve génial, c'est vous faites n'importe quoi avec votre corps. Dans le sens où, quand on met de l'essence dans une voiture, on fait hyper attention au type d'essence qu'on met. Et pour le coup, les vitamines, on fait pas des prises de sang pour savoir de quoi on a besoin. C'est très étonnant. Parfois, on fait des prises de sang et parfois, on prend pas forcément les bonnes vitamines. On s'intéresse moins finalement aux vitamines qu'on prend qu'à l'essence qu'on met dans son moteur. Et bien sûr, quand il s'agit de longévité, et moi j'adore, j'ai une dent sucrée clairement, et bien sûr que je connais Glucose Goddess, que j'ai pas reçu d'ailleurs sur Vlan, mais je pense qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que juste manger moins de sucre. Sinon ça se saurait. Bien sûr qu'il faut manger moins de sucre, mais je crois que c'est un mix de choses, et en particulier de faire quand même pas mal de sport. Et en particulier du sport à haute intensité. Donc du coup, je m'y suis mis cette année. Je fais pas mal de hits que je faisais pas du tout avant. Aussi un truc que j'ai appris, alors je sais plus si c'est avec Christophe de Gégère ou peut-être avec Bruno Donatini, c'est que aucune dose d'alcool n'est bonne pour la santé. Et ça fait mal. Ça fait mal. C'est pas que je bois beaucoup, mais bien sûr j'aime bien prendre un verre de temps en temps. Et du coup, en fait, il n'y a pas une dose d'alcool qui est bonne pour la santé. C'est des mensonges. Cette idée qu'un verre de vin c'est bon pour la santé. Même si de temps en temps j'aime bien en boire. Je bois pas d'alcool fort, mais j'aime bien le vin. Aussi, j'ai appris la différence entre l'âge biologique et l'âge chronologique. Je m'étais jamais posé cette question. Évidemment, l'âge chronologique, c'est l'âge que vous avez sur votre carte d'identité. L'âge biologique, c'est l'âge de votre corps. Il y a plein d'indicateurs qui vous permettent de le définir. Voilà. La quatrième leçon que j'ai trouvée passionnante, c'est qu'on peut être courageux sur un sujet et ne pas l'être forcément sur un autre. Ça, c'est un épisode récent avec Éric Bellion, qui est le 330. Et en fait, je m'étais jamais questionné de cette manière. Et ce que dit Éric en particulier, c'est que lui, il a le courage d'aller en solitaire faire le Vendée Globe, mais que peut-être si une personne était agressée dans le métro, il n'aurait pas le courage d'aller la sauver. Et en fait, pour moi, j'étais convaincu que le courage, c'était un ensemble d'expériences, et j'avais jamais vraiment réalisé que ça dépendait du sujet. Alors bien sûr, moi j'ai l'impression en tout cas d'avoir une bonne relation au risque, j'ai plutôt une appétence au risque, mais en général c'est quand même des risques que je connais, que je maîtrise plus ou moins. Et donc je m'étais jamais questionné sur le courage, sur un sujet ou sur un autre. Donc je vous laisse réfléchir à cette question et peut-être définir là où vous avez du courage et là où vous en avez peut-être moins. La cinquième leçon, et c'est toujours avec Éric Bellion, c'est que le handicap, ça peut être une grande force. Je m'étais déjà fait la réflexion finalement sur le processus créatif, en me disant qu'en fait, on pouvait pas être créatif sans contrainte. Mais ce que dit Éric en particulier sur le fait qu'il a pris un barreur qui était aveugle et que cette personne est devenue le meilleur barreur parce qu'il est capable de ressentir l'océan, la mer, ça m'a fait halluciner. Je m'étais jamais posé cette question. Pour moi, un barreur, c'est évidemment quelqu'un qui guide un bateau, donc forcément, il a besoin de sa vue. Et en fait, ce que disait Eric, c'est qu'on fait trop confiance à nos yeux
et que nos autres sens sont parfois atrophiés. Et la réalité, c'est que il avait raison. Et je pense que c'est hyper intéressant de réfléchir de cette manière. Et d'ailleurs, en parlant de sens, dans l'épisode 326 avec Albert Moukaïber, donc ça c'est ma 6e leçon, c'est d'apprendre qu'on a 9 sens et pas 5. Moi, j'étais convaincu qu'on en avait que 5. La vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher. On dit toujours qu'il y a le 6e sens pour les femmes. Vous connaissez cette expression. Et en fait, ce que nous a dit Albert, c'est qu'en fait, on en a 9. Et les autres qu'on connaît pas nécessairement, c'est la proprioception, c'est-à-dire la capacité de se percevoir dans l'espace, de percevoir son corps et le mouvement de son corps dans l'espace. L'équilibre, grâce à l'oreille interne. La thermoception, qui est la perception des variations de température. Et en fait, il y en a d'autres. La chronoception, c'est-à-dire la perception du sens. La noniception, c'est-à-dire le sens de la douleur, qui alerte sur les dommages potentiels ou réels. Et parfois, d'ailleurs, cette noniception, elle est complètement perturbée par notre vue. Et il prend cet exemple du clou. Si vous avez écouté l'épisode 326 avec Albert, vous en souvenez sans doute. Moi, j'adore Albert Moukaïber, donc j'adore la neuroscience de manière générale. Mais je sais pas si vous avez écouté l'épisode. Ce qui est intéressant, c'est que on peut se servir de un sens pour en calmer un autre. Typiquement, quand je parlais de l'eau glacée tout à l'heure, avec Wim Hof, enfin l'épisode que j'ai fait avec Wim Hof, c'est typiquement une manière de calmer ses sens. La 7e leçon, c'est le microbiote. J'ai commencé à avoir des problèmes au ventre, pour rien vous cacher. C'est pour ça que j'ai fait les épisodes sur le microbiote. Parce que, en fait, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? En fait, et je me suis rendu compte que j'avais mal au ventre, mais c'était léger. Et finalement, en travaillant avec une diététicienne, je me suis rendu compte que c'était important, que j'avais mal sans trop me rendre compte que j'avais mal. D'une certaine manière, en fait, mon ventre était gonflé et finalement, j'y prêtais pas trop attention parce que c'était ma normalité. Et donc, les épisodes 303 et 323 avec Bruno Donatini me permettent de vraiment, vraiment mieux comprendre comment le microbiote, c'est essentiel. Et c'est pour ça que j'en ai de plus en plus parlé. Donc en fait, il y a 2 épisodes, je vous donne les numéros, qui en fait en sont 4 parce que ils sont un peu longs. Donc il y en a un, le premier qui est sur le microbiote de l'estomac, enfin au niveau du ventre bien sûr, et puis le deuxième qui est dans le microbiote de la bouche, dont j'avais même pas idée que ça existait, pour être tout à fait sincère. J'ai découvert aussi que je mangeais beaucoup de fruits et pas tant des légumes, parce que tout ce qui vient des fleurs sont des fruits et pas des légumes, donc typiquement les aubergines, typiquement les courgettes, etc. J'ai découvert qu'il fallait pas utiliser de bain de bouche alors que je le faisais. J'ai découvert, donc je vous l'ai dit, qu'on avait un microbiote dans la bouche, que beaucoup de maladies étaient liées à ce qui se passe dans la bouche. J'en avais aucune idée, en tout cas pas à ce point-là. Typiquement Parkinson, typiquement pour les femmes qui souffrent de... Ah mince, j'ai oublié le terme. De règles très douloureuses, j'ai oublié le terme, désolé. Ça peut venir aussi du microbiote de la bouche. J'en avais aucune idée. La 8e leçon, c'est que on peut dépasser ses pensées limitantes. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait cette année, et je suis assez fier de l'avoir fait d'ailleurs. C'est l'épisode 306 avec Clotilde Dussolier, qui explique que les pensées limitantes, elles sont pas forcément négatives en tant que telles. Elles existent parce que c'est des protections à travers des expériences qui sont passées. Donc on a tous, évidemment, et toutes, des pensées limitantes. Et en fait, pour les dépasser, il faut d'abord pouvoir les observer en face, calmement, essayer de comprendre d'où elles viennent, et ensuite passer à l'action pour les débloquer. Et à mon sens, la meilleure manière, mais c'est aussi un peu le sens de la discussion qu'on a avec Clotilde, c'est qu'il faut faire une série de mini petites choses et qui permettent de, en fait, dépasser ces pensées limitantes. En fait, une pensée limitante ou même un objectif, si vous êtes fixé des objectifs pour cette année, l'idéal pour les atteindre, c'est de le découper en tout petits morceaux, de dire, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire si je veux atteindre cet objectif pour cette fin d'année? Qu'est-ce que ça veut dire ce mois-ci? Qu'est-ce que ça veut dire cette semaine? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire dans l'heure qui vient? Et en fait, de cette manière-là, finalement, il n'y a rien qu'on peut pas dépasser. Et de mon côté, je me suis rendu compte que, typiquement, ma relation à l'argent, elle était compliquée. Même la valeur que je mets dans mon travail, puisque finalement, je passe, je sais pas, sans doute 80% de mon temps à faire des choses qui sont gratuites. Que ce soit mes 2 podcasts,
donc Vlan et Ping, mais aussi ma newsletter, mais aussi les articles que j'écris dans des magazines, etc., etc. Donc typiquement, en ce qui me concerne, c'est comment je peux redonner de la valeur à mon travail et aussi faire un travail commercial simplement. Donc en fait, les pensées limitantes, elles sont juste là pour être dépassées. Et c'est à nous, chacune, de faire ce travail. La 9e leçon, elle est autour du dialogue. Le dialogue avec soi, pour dépasser ses pensées limitantes, justement, mais aussi le dialogue avec les autres. C'est l'épisode 329 avec Valérie Gauthier. Et en fait, avec Valérie, on parle du fait que on n'arrive plus à se parler. Et évidemment, c'est un gros souci. Donc c'est lié à l'épisode avec Vincent Cockbert sur le narcissisme, dont je parlais un tout petit peu plus tôt. Mais en fait, on est tellement occupé à se positionner qu'en fait, on ne s'écoute plus. Alors, je vais pas vous refaire tout l'épisode avec Valérie, bien sûr, vous pouvez le réécouter, mais ce que je trouve intéressant, et je l'avais noté par ailleurs dans une newsletter que j'ai lue, c'est qu'il y a 4 niveaux d'écoute. Le premier, c'est l'écoute automatique, c'est-à-dire j'écoute pour confirmer ce que je sais déjà. En fait, en réalité, je suis pas pleinement présent. Je pense déjà savoir ce que la personne en face va me dire, et donc je l'écoute pas. Je l'écoute sans vraiment l'écouter. En fait, je ne l'entends pas. Le niveau 2, c'est une sorte d'écoute factuelle, c'est-à-dire je vais un cran plus loin dans mon écoute, je suis concentré, je suis attentif, mais je suis à la recherche de ce qui est différent pour pouvoir me permettre de remettre en question des idées qui sont préconçues. En fait, j'ai l'esprit ouvert, mais c'est quand même assez limité. Après, il y a le 3e niveau qui est l'écoute empathique, que je trouve hyper intéressante parce qu'en fait, je me connecte à la personne en face, pas seulement aux mots échangés. J'utilise aussi mes émotions pour développer mes perceptions, ma compréhension des choses. En fait, je suis conscient du contexte et j'essaie de lire entre les lignes, de prêter attention à ce qui n'est pas dit. En fait, je vais beaucoup plus loin. Et puis, il y a le 4e niveau qui est l'écoute générative. Et en fait, ce 4e niveau, il est évidemment transformateur. Ça consiste à écouter ce qui est possible, ce qui est dit, mais aussi quel avenir on pourrait faire à travers cette écoute. Donc en fait, j'essaie de construire un futur commun à travers la conversation que je vais avoir. C'est ce qu'on appelle finalement un dialogue. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai envie d'entendre ce que serait un dialogue. La 10e leçon, et vous allez voir ce dialogue, en fait, il est lié à cette 10e leçon, évidemment. Je vous ai dit qu'il y aurait des liens entre les épisodes. C'est que j'ai découvert un mot qui est tellement essentiel. J'en ai parlé plusieurs fois. Je l'ai mis dans le best-of de cet hiver. Mais parce que pour moi, ça a été une révélation totale. Ce mot, c'est l'osium. C'est l'épisode 309. Et l'osium, c'est le loisir intelligent. Et en fait, c'est tout ce moment qu'on prend pour réfléchir sur le monde. Il y a cette phrase de Camus que vous connaissez sans doute, qui est que mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur du monde. Je crois aussi que quand on ne sait pas nommer une émotion, en fait, elle n'existe pas vraiment. Et donc, c'est extrêmement important de lui redonner un nom pour le qualifier, pour lui donner de l'importance. Et l'osium, c'est donc ce temps qu'on prend chacune, pour réfléchir sur le monde, pour philosopher d'une certaine manière. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans l'osium, c'est que l'inverse de l'osium, c'est le négoce, le neg-osium, donc qui est l'origine de négoce, donc le commerce. Tout ce qui est lié au commerce, c'est-à-dire le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, le temps que vous passez à acheter des choses, etc., c'est la négation de votre osium. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant aussi, c'est qu'en grec, osium, c'est skol, qui est l'origine de school, et donc de l'école, et que l'école, c'est censé être ce moment que je prends pendant 16 ans, pour réfléchir sur le monde, pour philosopher sur le monde, pour prendre du recul. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu une machine à optimiser pour le négoce. Et ça, j'ai trouvé ça complètement fou, en fait. Franchement, ça m'a révolutionné ma petite vie. De manière liée à l'osium, il y a l'épisode 316 avec Marc de Schmet autour du bruit. Et une chose qui m'a dite et que j'ai trouvé hallucinante, simple, hein, mais hallucinante, c'est que le bruit intérieur est supérieur au bruit extérieur. C'est vrai que quand on parle par exemple de méditer, et si on pense à cette idée de s'asseoir en tailleur pour méditer, on a toujours la sensation que dès qu'il y a du bruit extérieur, c'est très gênant. Et lui m'a fait réaliser que notre chaos mental, les jugements, les préoccupations incessantes, les fantasmes, ça crée une pollution intérieure qui est beaucoup plus envahissante que les bruits extérieurs. Et en fait, quand on travaille à apaiser ses pensées,
ça permet de retrouver le calme. En fait, le silence, c'est pas l'absence totale de son, c'est un espace entre deux sons ou entre deux activités. Et Marc, il m'explique que la méditation, qu'elle soit pratiquée par la respiration, ce que je viens de dire tout à l'heure, assis en tailleur, on imagine, mais ça peut être aussi la marche, d'autres gestes du quotidien qui permettent de se recentrer. En ce qui me concerne, par exemple, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais nager, et je nage quand même pas mal, ça me permet d'être complètement dans un état méditatif. Et méditer, ça peut être aussi simple que respirer en pleine conscience, de répéter des voyelles jusqu'au bout du souffle. Et pour faire le lien avec l'épisode de Valérie Gauthier, l'écoute active, c'est aussi évidemment une forme de silence. Et moi, par exemple, je sais que j'ai acheté une boîte pour chez moi, dans lequel, quand je fais un dîner avec des amis, ben on met notre téléphone dedans, parce que ça permet que le téléphone soit pas la chose dans laquelle on se réfère. En fait, ça gêne sur une table, vous le savez. Et de la même manière, mon téléphone ne dort pas dans ma chambre. J'ai acheté un réveil parce que j'ai pas envie que mon téléphone soit la première chose que je touche ou que je regarde le matin. Tout ça, c'est être en conscience et ça permet d'être beaucoup plus, ou en tout cas de limiter le bruit intérieur et donc d'être beaucoup plus dans le silence. La 12e leçon, c'est autour de la productivité. J'aime pas la productivité incessante. J'aime pas cette idée de productivité de manière générale. J'en ai fait un TED Talk que vous avez peut-être écouté. Et donc, j'étais content de faire l'épisode 317 avec Jérémy Coron pour parler de la productivité, justement. Parce que moi, je crois que ça rend notre société malade. Et en fait, Jérémy, c'est intéressant parce que lui, il parle de productivité, mais il dit aussi que notre cerveau n'est pas programmé pour une productivité constante. Et ça, j'en suis complètement convaincu. Le rythme hyper performant qui est imposé par la société ne correspond en rien à la biologie de notre cerveau, qui est conçu pour des alternances entre les efforts et la récupération. Clairement, on reste 8 heures au travail, mais personne ne peut travailler 8 heures avec son cerveau. Ça n'a aucun sens. Moi, je conseille toujours de faire des sessions de 2 heures. Et si vous arrivez à rester concentré pendant 2 heures sans regarder votre téléphone, bah, c'est déjà génial, hein, je trouve. D'ailleurs, Albert Moukaïber m'a dit exactement la même chose. Notre cerveau, il n'est pas optimisé pour la performance, mais il est optimisé pour la survie. Et finalement, la meilleure chose pour être productif, c'est de ralentir. Et donc, ça connecte évidemment avec l'épisode avec Jean-Miguel Pire sur l'otium, mais aussi sur le silence avec Marc de Schmet. Il faut qu'on ralentisse. Et il n'y a pas de solution rapide pour ralentir. Je vous parlais tout à l'heure de l'épisode sur le nerf vague. Je vous disais que le stress chronique, c'était pas bon pour la santé. Et c'est vrai d'un point de vue biologique, mais c'est vrai aussi pour la productivité. Donc tout le secret, finalement, c'est dans des micro-habitudes, dans le fait de créer des pratiques sans se mettre la pression. Par exemple, de trouver des temps de lecture, de silence, de pause, de réflexion. En fait, se donner ce temps, même si on a l'impression de ne pas l'avoir. Et de manière effectivement super liée, la chose la plus productive qu'on peut faire dans sa vie, c'est de dormir. Et ça, c'est la 14e leçon avec Véronique Bellemare, qui est la 13e, leçon, avec Véronique Bellemare, l'épisode 319, où moi, j'essaye toujours de protéger mon sommeil, mais n'empêche que je dors pas assez. En fait, il y a des amis qui m'ont fait réaliser que souvent, je me plaignais de mon sommeil. Donc, même si j'essaie de le protéger autant que je peux, finalement, je dors pas suffisamment. Et en fait, le sommeil, il y a plein de trucs que j'ai appris. En fait, le sommeil, c'est évidemment la clé de tout. Ça, c'est la leçon. Et comment ça fonctionne le sommeil ? Bah, d'abord, dans les premières heures, c'est les organes qui se régénèrent. Donc forcément, en général, on s'endort et ça se passe bien. Et puis après, on régénère notre cerveau. Et puis ensuite, c'est nos pensées qui se structurent. Et puis ensuite, on se repose encore un peu plus. Moi, je me lève très tôt, mais en fait, de manière générale, je me rends compte que, enfin, ce que j'appelle très tôt, c'est 6-7 heures du matin. Je me suis rendu compte dernièrement qu'il y a des gens qui se levaient à 3h30 du matin tous les jours. C'est quelque chose que je fais pas du tout. Mais je me suis rendu compte que malgré tout, je dors pas assez et je me couche pas assez tôt. Donc, je vais faire encore en 2025 plus d'efforts pour me coucher plus tôt. Et d'ailleurs, dans l'épisode avec Jérémy Coron, vous voyez, tout est lié, bien sûr. J'ai découvert qu'il y avait plusieurs profils. Je sais pas lequel est le vôtre. Moi, je suis un lion. Donc, les lions sont des lève-tôt. Leur énergie, elle est au maximum le matin. Mais après, ça décline très rapidement en fin d'après-midi.
Et après, il y a d'autres profils. Vous pouvez retrouver le vôtre. Alors, on en parle avec Jérémy Coron, mais je vous fais le petit truc ici. Il y a les loups qui préfèrent travailler en fin d'après-midi ou en soirée et qui ont du mal à se réveiller tôt, qui sont pas efficaces le matin. Il y a les ours. Qui sont la majorité des gens qui fonctionnent en harmonie avec le cycle solaire, avec un pic d'énergie en fin de matinée et une baisse après le déjeuner. Et puis il y a les dauphins qui ont un sommeil plutôt léger, souvent perturbé, qui sont hyper vigilants et qui peuvent être très sensibles au stress, aux distractions. Et en fait, ce que j'ai appris aussi par Véronique, mais aussi par Jérémy, c'est que finalement, il faut structurer ses journées en fonction de son chronotype. Donc moi, c'est clair que comme je suis entre guillemets un lion, eh ben, en fait, il faut que je travaille beaucoup le matin, que j'écrive, que je profite de ce moment-là, que je fasse pas des choses comme aller sur les réseaux sociaux, par exemple, et que l'après-midi, je peux faire plus de réunions, faire des choses qui sont beaucoup moins créatives, on va dire. Donc, et c'est comme ça que je fais d'ailleurs. Et d'ailleurs, l'après-midi, je fais souvent des siestes. La 14e leçon, c'est qu'il faut aussi se lâcher la grappe. Et ça, c'était une leçon à laquelle je m'attendais pas, de la part de Major Mouvement, de Grégoire, l'épisode 322. Parce que effectivement, on en a parlé, on veut toujours tout optimiser en permanence. Et lui, ce qu'il dit, c'est attention à cette obsession de la performance. Parce que souvent, elle est amplifiée par les réseaux sociaux. Alors qu'en fait, il faut évidemment, et c'est ce qu'il raconte, il faut accepter ses limites. Il faut s'autoriser à échouer. Il faut trouver une sorte d'harmonie personnelle, qui sont loin des standards qui sont complètement irréalistes dans l'optimisation. En fait, finalement, comme le dit Jérémy, la fréquence prime sur l'intensité. Et Grégoire, donc Major Mouvement, dit exactement la même chose. Et puis, la 15e leçon, c'est que même si tout le monde parle de liberté, en fait, on est extrêmement peu libre. Ça, je le tiens de Albert Moukaïber, donc l'épisode 326 dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que finalement, on a énormément de biais cognitifs qui limitent notre liberté de penser. Notre cerveau, finalement, il utilise des raccourcis pour traiter rapidement de l'information et prendre des décisions. Et ces biais, bien qu'ils soient utiles pour la survie, ils nous poussent à des conclusions qui sont parfois erronées, ou à des choix qui sont influencés par nos habitudes, ou des croyances, ou des contextes sociaux. Après, il y a une autre chose qui perturbe notre liberté, c'est le conditionnement social et culturel qui influence complètement notre choix. En fait, depuis notre naissance, on est exposé à des normes, à des attentes, à des valeurs qui façonnent nos comportements. Et ces conditionnements, ils sont souvent inconscients, mais ils limitent notre perception aux alternatives qui sont possibles. La troisième chose qui limite notre liberté, c'est nos instincts biologiques, évidemment, parce qu'on est programmé pour la survie, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais pas pour la rationalité. Donc notre cerveau primitif, il est conçu pour réagir à des stimuli qui garantissent notre survie. La peur, le désir, la récompense immédiate. Et ça nous rend hyper vulnérables à des distractions modernes comme les réseaux sociaux ou la consommation impulsive. C'est pour ça qu'en fait, on n'arrive pas à se séparer des réseaux sociaux. C'est parce qu'en fait, il y a de la récompense immédiate et notre cerveau primitif, il réagit de manière extrêmement bien à ces injonctions. L'autre chose qui nous rend très peu libres, c'est que nos émotions sont influencées, nos émotions, elles influencent beaucoup plus nos décisions que notre logique. Alors bien sûr, on a tendance à penser qu'on prend des décisions rationnelles, mais en fait, nos émotions, elles jouent un rôle déterminant dans nos choix. Elles façonnent nos jugements, nos réactions, avant même que la logique intervienne. Et puis, notre liberté, elle est complètement limitée par ce qu'on ignore. En fait, on peut pas être libre si on connaît pas tous les facteurs qui influencent nos comportements. Et donc, apprendre à reconnaître nos biais, nos émotions, nos conditionnements, c'est la première étape pour élargir nos choix et donc pour être un peu plus libre. Finalement, ce que dit Albert, c'est que pour se libérer, en particulier, il faut cultiver un esprit critique. Et pour ça, je vous renverrai vers l'épisode avec Sama Karaki, qui est un plus vieil épisode, qui est une autre scientifique et qui parle avec moi de la manière dont on peut développer l'esprit critique chez les enfants. Je vous invite aussi à regarder cette chaîne Instagram qui s'appelle Esprit Critique, que je trouve génial. Pour conclure, je voulais juste vous parler des projets que j'ai pour 2025, pour Vlan, bien sûr. La première chose, c'est sans doute de faire plus de vidéos. C'est quelque chose qui est complexe et qui va m'obliger à aller chercher de l'argent d'ailleurs, hein, parce que ça coûte pas du tout la même chose de faire de la vidéo que de pas en faire. Mais je pense que c'est important de vous proposer de faire des vidéos, ou en tout cas de vous proposer les épisodes en vidéo, même s'il y en a plein parmi vous qui écoutent les épisodes en faisant autre chose, en marchant, en cuisinant, en faisant le ménage, en faisant du sport, etc. Je vois bien qu'il y a une demande beaucoup plus forte de vidéos.
que ce soit par les personnes qui écoutent ou par tout simplement les plateformes. Je vais essayer, comme je l'ai fait là, de développer plus de liens entre les épisodes. Je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais essayer de me débrouiller pour le faire. Est-ce que c'est des épisodes que je vais enregistrer moi-même? Est-ce que comme celui-là, ou est-ce que c'est un autre moyen? Je sais pas exactement, mais je pense que c'est important que pour 2025, j'essaye de faire des liens entre les épisodes. Et donc, je commence avec cet épisode-là. Vous voyez, je me mets une petite, comme je disais tout à l'heure, petit truc par petit truc. Je vais essayer de renforcer ma newsletter aussi. Je sais pas si vous êtes abonné. Elle s'appelle Hop. Elle est sur Kessel, Ke2SEL. J'ai déjà commencé en fin d'année de faire des articles plus longs, plus recherchés, mieux écrits. Et j'espère que cette newsletter, si vous êtes abonné, elle vous plaît. Et si vous n'y êtes pas, j'espère qu'elle vous plaira. Je vais aussi essayer de faire plus de liens entre mes deux podcasts parce que c'est vrai que parfois on a du mal à comprendre comment je parle d'un côté de l'évolution de la société et de l'autre côté de leadership. Pour moi, les deux podcasts sont extrêmement liés. En fait, d'une certaine manière, Vlan, ça permet d'être plus serein, de mieux comprendre comment la société évolue. Et Ping, c'est mon action dans le monde pour faire bouger les choses. Finalement, je crois vraiment que les entreprises ont un rôle majeur à jouer, qu'on a besoin de rôle modèle pour le faire, qu'il faut changer de rapport au monde. Et ça se passe beaucoup par les entreprises. Et les entreprises, ça se passe beaucoup par le leadership. Donc, pour moi, Ping, ça aurait quasiment plus appelé Vlan Business, d'une certaine manière. Et peut-être qu'en 2025, je vais commencer un livre. Je vous en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Mais vraiment, il y a ce truc sur la société sans friction me perturbe beaucoup. Je pense que vraiment, il y a un sujet à traiter autour des frictions et de dire, en fait, on a besoin de se frotter au monde, on a besoin de se frotter aux autres. On peut pas essayer d'avoir une vie comme ça où il y a jamais rien qui se passe de mauvais, où on essaie de limiter un maximum ce qui se passe de mauvais. Je crois qu'en fait, en tout cas dans mon expérience de vie, la peur, les autres, pas forcément la peur des autres d'ailleurs, ça me fait avancer au plus possible. Et je crois que c'est salvateur d'en faire un livre. Alors, on verra si c'est un livre, on verra si c'est autre chose. Mais j'ai vraiment cette envie pour 2025. Et une autre chose que j'aimerais bien faire pour 2025, c'est peut-être un documentaire. Alors, bien sûr, vous voyez, ça fait beaucoup trop de projets de manière générale, mais j'aimerais bien faire un documentaire. Je vous en parlerai sans doute un peu plus tard. Et puis, j'aimerais bien faire aussi un événement dans la vraie vie, sans doute à Paris. Malheureusement pour ceux qui vivent en province, c'est plus difficile. Mais j'aimerais bien créer un événement, aller plus à votre rencontre. J'ai aussi fait en 2024 une rencontre virtuelle et j'avais adoré ça, donc j'aimerais bien le faire plus souvent. Bref, j'ai plein d'idées et j'espère que vous allez me suivre cette année dans toutes ces idées. Je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était très dense parce qu'il y a beaucoup de choses et je vous dis à très bientôt.